bonsoir. Nouvelle saison et nouvelle formule pour Nimbus que vous retrouverez désormais tous les mardis soirs. Vous rentrez certainement de vacances, d'un moment passé au soleil, à la montagne ou à la campagne, et vous êtes passé, sans le savoir, à côté d'un monde absolument extraordinaire qui était pourtant à quelques centimètres de vous, celui des insectes. Petites fourmis travailleuses, abeilles en pleine récolte de nectar, papillons ou encore chrysalides. On pourrait croire de loin qu'il ne s'agit que d'un monde en miniature, d'un microcosmos. Eh bien, c'est en fait beaucoup plus que cela. Pour les fourmis, par exemple, c'est une société très bien organisée. Vous allez le voir, les insectes s'adaptent absolument à tout, y compris aux conditions les plus difficiles. Quel meilleur terrain d'expérience alors que la Guyane, où des centaines de milliers d'espèces pullulent. Entre jungle et fleuve, les scientifiques ont tout simplement découvert un autre monde. Anne Gouraud, Olivier Porchereau. Le nombre d'espèces en Guyane et en Amazonie en général représente à peu près un quart des espèces qui existent dans le monde. C'est énorme et c'est pour ça que c'est un patrimoine qui est très important de préserver. Là, c'est le bois du Valéi, celui-là. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu de cette espèce. Là, on en a un qui se pose sur la litière et qui ressemble à des feuilles mortes. Et là, l'adaptation est vraiment très poussée puisqu'on a des nervures de la feuille qu'on peut distinguer ici. Ces papillons se déplacent en bougeant les ailes et on a l'impression que c'est des feuilles mortes qui tombent en fait. Et si on n'est pas très habitué, en fait, on passe à côté de beaucoup de choses en forêt parce que l'adaptation est très très poussée. Sur l'ensemble des insectes, il reste certainement plus de 90% à connaître. C'est une rencontre à la frontière de deux mondes, au cœur de la forêt de Guyane. Ils sont rares, ceux qui posent leur regard sur les minuscules conquérants d'une planète que les hommes oublient trop facilement de partager. Médecins, chercheurs, collectionneurs, tous se feraient un chemin dans ce laboratoire à ciel ouvert pour aller jusqu'au bout de l'histoire. Parmi eux, Bertrand Kraft, face aux araignées sociales. Il faut considérer la société comme une forme d'adaptation. Maintenant, on peut considérer que les premières araignées étaient toutes solitaires, parce qu'on en connaît 35 000 espèces, et qu'il n'y a qu'une quinzaine d'espèces sociales. Bertrand Kraft a découvert les premières araignées sociales il y a 15 ans. Depuis, fasciné par l'organisation des colonies, il multiplie les voyages en Guyane. Car c'est en Guyane que les arachnides et les insectes vivent le plus souvent en société, comme s'il fallait à tout prix faire un pacte contre une nature et un climat trop lourds, trop implacables. Ici, on collabore au nom de la survie. D'une façon générale, il fait bon vivre en société parce que c'est d'abord le groupe social dans son ensemble qui exploite le milieu, c'est le groupe social qui résiste à la pression du milieu. Pourquoi ne trouve-t-on d'araignées sociales que dans les régions tropicales, à peu de choses près? Probablement parce que les proies sont présentes en abondance toute l'année, il n'y a pas de saison froide. Et quand on sait que la vie sociale chez les araignées permet de capturer des proies qui sont plus de 700 fois plus lourdes que les araignées elles-mêmes, cela peut être un avantage considérable parce qu'une grosse proie est capable de nourrir facilement 200-300 individus.
Au fil des générations, les araignées se sont pliées à la discipline communautaire. Mais au-delà de cet apprentissage, il y a parfois des comportements instinctifs dont le mécanisme échappe aux observateurs. Il faut savoir que les araignées ont 8 yeux et que malgré cela, elles ne voient rien. Donc elles perçoivent les proies par l'intermédiaire des vibrations produites par l'insecte qui se débat dans la toile. Et quand vous avez 50 ou 100 araignées qui se déplacent en même temps, ça fait un bruit de fond qui couvre le signal, entre guillemets, produit par la proie. Et on a un certain nombre d'arguments actuellement qui permettent de penser que les araignées s'immobilisent pour en quelque sorte écouter où se trouve la proie et reprendre un déplacement dans la bonne direction. Ce déplacement synchronisé, Bertrand Kraft arrive à le reproduire avec une simple brindille en guise d'appât. Mais il ne parvient pas à s'expliquer comment les araignées bougent et s'arrêtent ensemble. Il n'y a ici aucun métronome, aucun chef d'orchestre. Pourtant, toutes les araignées d'un nid, tous les nids d'araignées de Guyane respectent une cadence identique, un rythme à 2 temps d'environ 1 seconde. À quelques mètres des araignées, certaines voisines ont également choisi la vie en communauté. Devant les fourmis, Philippe Cerdan. Philippe Cerdan a étudié les fourmis du Sahel pendant longtemps, avant de se consacrer à la faune de l'immense barrage de Petit-Saut. 350 km² de terrain d'études s'offrent à lui depuis la mise en eau en 1995. Dans ce nouveau territoire, les habitants du lac artificiel ont modifié leur comportement. Et pour suivre leur évolution, le biologiste s'est improvisé pêcheur. Non, je veux que tu viennes m'aider à démailler maintenant. Hein. Là, on récupère les poissons pour savoir qu'est-ce qu'ils mangent en fait. Parce qu'on s'est aperçu que 80% de la nourriture de certains poissons était essentiellement constituée d'insectes. Donc les insectes tombent dans l'eau et sont mangés par les poissons. Il faut savoir ici qu'en Guyane, la diversité et la quantité, la biomasse des insectes est énorme. Hein. Dans les zones riches, on peut arriver à avoir jusqu'à 20 tonnes d'insectes. Par rapport à la métropole, c'est de l'ordre de 200 grammes. En fait, le fleuve et maintenant le lac vit grâce à la forêt, grâce à la terre, grâce à cet apport. Leur nourriture, les poissons viennent se la procurer au pied de cette forêt pétrifiée. Les arbres morts plongent leurs racines à 35 mètres de profondeur. Victimes de la montée des eaux, ils abritent encore la vie. Les minuscules Robinsons, retranchés dans leurs îles végétales, n'iront plus jamais sur la terre ferme. Il a fallu s'adapter aux moyens du bord. Et l'adaptation, c'est justement le propre des fourmis. C'est vraiment un microcosme dans le lac, quoi. Un microcosme complètement isolé. Tout se débrouille en fait de façon autonome. Les plantes profitent justement du bois qui est réduit en poussière par les termites. Les fourmis se nourrissent des termites, etc., etc. Les fourmis représentent certainement la plus grosse biomasse en insectes, voire donc de tout le règne animal de la planète. Elles sont partout. 10 millions de milliards de fourmis ont investi la planète. Les fourmis ont tout inventé, l'art du tissage pour bâtir leur nid de feuilles. L'élevage des pucerons qui fabriquent le miella sucré dont elles se nourrissent. L'agriculture enfin. Sur les rives du barrage de Petit-Saut, une plante découpée en guise d'indice. Ici commence le territoire des fourmis Atta. C'est inné, quoi. Les premières ouvrières qui naissent
qui n'ont jamais vu de feuilles savent d'elles-mêmes qu'est-ce qu'il faut faire pour aller chercher des feuilles et les découper. Les fourmis à tas ne mangent pas leur cargaison de feuilles. Elles serviront d'engrais pour un champignon enfoui sous terre. C'est lui qui nourrit toute la fourmilière. Lorsqu'elles partent, les futures reines en emportent quelques bribes. Héritage vital pour le nouveau nid. À vrai dire, si la reine ne prend pas ses spores, une fois que les feuilles seront ramenées au nid, broyées, le champignon ne pourra pas pousser, donc la fourmilière va péricliter obligatoirement. Elles se sont trop bien adaptées parce qu'elles peuvent causer pas mal de dégâts au niveau de l'agriculture notamment. Et elles ne se nourrissent exclusivement que du champignon. Et donc pour les détruire, on peut presque utiliser un antifongique, un anti-champignon, parce que là la fourmi ne va pas mourir, mais le champignon va disparaître et la fourmilière disparaîtra puisqu'elles n'auront plus ce champignon. Spécialistes de la coopération interespèces, les fourmis sont parfois les alliés des arbres. Celui-ci abrite plusieurs centaines d'habitantes. En contrepartie, les minuscules locataires du Cecropia le défendent contre l'invasion des parasites ou des araignées, cher à Bertrand Kraft. Donc les fourmis habitent ces logettes à l'intérieur du bois canon et elles installent leur nid dans ces logettes. C'est pratiquement systématique avec tous les Cecropia. Et là on est au cœur du nid avec les larves et puis vraisemblablement aussi les œufs. Chez les fourmis, les ouvrières, les soldats ou les nourrices se répartissent le travail en fonction des castes. La société des araignées, elle, n'a pas opté pour la spécialisation. Mâles ou femelles, tous les membres de la communauté vivent comme autant de cellules identiques d'un seul organisme. Ni leader, ni censeur, les araignées inventent l'anarchie au quotidien et ça marche même quand ça ne marche pas. Un animal solitaire ne peut pas se payer le luxe d'être paresseux alors que dans une société on peut très bien se nourrir au détriment du travail des autres. C'est pas propre aux araignées. Quand vous regardez ce qui se passe dans une ruche, il y a 50% des abeilles qui font rien. Voilà. À l'affût au centre de sa toile, cette araignée solitaire, elle, doit compter sur son seul savoir tuer. La particularité de ces toiles, c'est d'avoir un point stratégique central qui est le moyeu, qui ne peut être exploité que par un seul animal à la fois, ce qui fait qu'on ne trouve pas de véritable araignée sociale chez celles qui tissent des toiles géométriques. Toutes les araignées sociales tissent des toiles irrégulières qui peuvent être utilisées ensemble par un grand nombre d'individus. Mais certaines araignées solitaires jouent parfois les squatteurs. Donc on a là une vingtaine d'araignées parasites, apparemment 2 espèces différentes. Certaines qui ont des petites toiles comme ça, je dis apparemment, et puis d'autres qui ont des toiles géométriques d'assez grande taille, de 10 à 15 cm de diamètre. Et pour le moment, on ne sait pas très bien comment ça se passe entre les araignées sociales et les araignées parasites, sauf qu'apparemment, elles se tolèrent assez mal. Observée pour la première fois, cette guerre au centre du réseau montre que la communauté se comporte comme un nid fermé. Un nid dont on peut se demander s'il a été construit au hasard ou grâce à l'intelligence animale.
L'intérêt de ce modèle social, c'est qu'il n'y a pas de raisonnement et pourtant il y a une structure qui obéit à des règles. Des règles simples, certes, mais on trouve dans toutes les colonies, quelle que soit leur forme, le hamac, le réseau et des abris sous lesquels se tiennent les araignées. La forme générale de la colonie dépend principalement du support disponible. Dans la structure qu'on voit ici, on constate que toutes les branches, tous les éléments végétaux qui dépassent la masse végétale servent d'attracteurs et correspondent à des points de convergence des différents câbles. Attention, on y va. Voilà, là ça vient maintenant. Les araignées reconstruiront bientôt un autre nid à des milliers de kilomètres de là, dans le laboratoire de Bertrand Kraft. D'autres chercheurs n'ont pas sa chance. Impeccable. Face aux moustiques, Jean-Bernard Duchemin n'a pas le choix. Il étudie sur le terrain les anophèles, vecteurs du paludisme. Et les femelles, qui sont les seules à piquer les humains, doivent être disséquées le plus vite possible après leur capture. La suivante, ça y ressemble quand même. Bon, c'est un Darlingini. Sans problème. En fait, pour le palu, en gros, il faut qu'elle ait piqué 3 ou 4 individus pour qu'elle puisse transmettre le palu. Donc toutes celles qui piquent moins, c'est-à-dire celles qui ont moins de 8 jours en gros, elles ont très peu de chances de transmettre le palu. Pour vérifier l'âge des femelles, il faut plonger dans le monde de l'infiniment petit. Quand elle a pris ses premiers repas de sang, l'anophèle pond ses œufs. C'est après la ponte que le parasite responsable du paludisme devient dangereux. Au microscope, on doit donc chercher les éventuelles cicatrices des ovaires prouvant que la femelle a déjà pondu. Un jeu de patience qui permet de dresser le portrait robot de l'ennemi public numéro 1 en Guyane. L'Institut Pasteur concentre ses efforts dans la zone à risque du pays. 80% des cas de paludisme se déclarent dans cette région. Au-delà de l'étude des insectes, il faut donc soigner les malades sur place et tâtonner pour trouver le traitement le plus efficace. Là encore, il faut du temps, de la patience et de la persévérance. On leur explique surtout en pratique qu'est-ce qu'on va leur faire, une prise de sang s'ils veulent bien, et qu'on aille les voir régulièrement comme ça, donc tous les jours pendant une semaine. Une fois au bout de 15 jours et une fois au bout de 28 jours s'ils n'ont pas fait de rechute. On est à une 60aine de cas, sur un petit peu moins de 2 mois. C'est beaucoup, c'est normal? C'est moins que d'habitude. Le moustique est un prédateur indirect de l'espèce humaine. Il tue 2,5 millions de personnes chaque année, dont une moitié d'enfants. Il est la première cause de mortalité au monde. « 200 millions d'hommes ont des crises de paludisme. 60 millions sont touchés par la dengue, un parasite dont le moustique est également le vecteur. La dengue, l'autre bête noire de l'Institut Pasteur. Florence Fouque lui a déclaré la guerre.
On est arrivé ici l'année passée parce que quelques-unes des sœurs ont été atteintes de la dengue et le médecin nous a envoyés parce qu'il y avait vraiment beaucoup de moustiques, de manière à ce qu'on fasse quelques captures et qu'on les débarrasse un peu des moustiques. Et donc c'est un lieu qui nous intéressait encore plus parce qu'on pense qu'il y a vraiment un foyer de transmission. Ça peut être très grave parce que après vous pouvez avoir des symptômes hémorragiques. Donc là vous avez des saignements du nez, des gencives. Et quand les symptômes hémorragiques sont graves, vous saignez de toutes les parties du corps et on peut en mourir. En fait, on ne meurt pas parce qu'on a perdu trop de sang en général, on meurt parce que la chute de sang est tellement importante qu'on fait un choc. Aedes aegypti, c'est le nom du moustique à dengue traqué à coups d'aspirateur. Un moustique des villes qui habite dans les maisons de ses proies favorites, les humains. Il a une grande adaptation comme le rat, il s'est adapté un petit peu à tous les milieux qu'il a pu coloniser. Il est parti dans tous les pays, il s'est adapté à toutes les situations où l'homme était présent et il a suivi l'homme un peu partout dans son expansion à travers le monde. Alors, pour suivre l'inquiétante évolution de l'envahisseur, Florence Fouque a lancé un programme aussi surprenant que minutieux. Une semaine par mois, elle vient ici, kidnapper, chloroformer et marquer les Aedes aegypti avant de les relâcher. 31, 15, 46. Une femelle, 2 mâles. Rouge, bleu, jaune, la couleur change chaque jour. Et chaque jour, l'aspirateur géant reprend au piège les moustiques coloriés. Au fil des marquages, l'Aedes aegypti livre ses secrets. Durée de vie, taux d'infection, migration, Florence Fouque apprend à connaître l'ennemi qui tient en échec les hommes et leurs insecticides. Il développe des résistances, c'est-à-dire que si la pression insecticide est trop forte, s'il y a trop de traitements, eh ben, vous avez quelques individus qui vont être un peu moins atteints, qui vont s'échapper, qui vont se reproduire, dont les générations suivantes auront déjà quelques gènes de résistance, et de résistance en résistance, le produit ne sera plus efficace du tout. Étudier l'adversaire pour mieux le combattre. Aller sur son terrain pour mieux le débusquer. La quête de l'anophèle vecteur du paludisme peut mener très loin, au cœur d'une forêt amazonienne où l'homme n'est pas le bienvenu. Là, on est à la frontière en fait entre la Guyane française et le Suriname là. Donc on est sur le Maroni et on est à peu près à petite heure d'avion de Cayenne et on est à 2 jours de pirogue de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc c'est vrai que c'est relativement isolé, mais il y a pas mal de personnes quand même qui vivent sur le Maroni, qui en vivent aussi. Enfin, c'est une voie d'accès quand même très usitée. Les barges des chercheurs d'or ont trouvé un port d'attache sur les eaux du Maroni. La fièvre du métal jaune attire les hommes qui attirent les moustiques. Chacun son filon. Jean-Bernard Duchemin a choisi un jour de troquer son stéthoscope de médecin contre la panoplie de baroudeurs de la science. Car la bataille contre le paludisme débute ici, sur le fleuve, dans les villages construits par les descendants d'esclaves. Au bout de la route, une simple hutte et une chasse presque dérisoire.
Les volontaires deviennent des appâts humains. C'était la seule façon de piéger vivants les anophèles. On expose nos jambes et puis on attend qu'ils viennent se poser. En théorie, soit on arrive à sentir quand ils se posent, mais enfin c'est quand même un peu difficile. Surtout on regarde régulièrement avec une lumière rouge pour ne pas les effrayer, pour les prendre dès qu'ils se posent et si possible avant qu'ils nous piquent. On reconnaît bien l'anophèle parce qu'on a l'impression d'une trompe relativement épaisse par rapport aux autres moustiques, même si ça fait très fin. Donc là c'est ça, ça fait vraiment une espèce d'aiguille volante là, avec le corps dans le prolongement de la trompe. C'est un risque, quoi. Donc c'est sûr que là j'ai pris une prophylaxie puisque c'est la période de plus forte transmission. L'année dernière c'était à peu près une piqûre infectante par nuit. Donc là on est 2, ça fait beaucoup quand même, beaucoup de chance, de probabilité plutôt. Lueur rouge pour une nuit blanche. Au lever du jour, les hommes de Pasteur n'auront que quelques heures pour étudier des moustiques piégés au cœur de l'Amazonie, dans le monde vert des insectes. Après ce premier document qui nous a notamment fait découvrir les fourmis-atta, notre premier invité s'imposait. Bernard Werber, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas s'il faut encore vous présenter. Vous êtes journaliste scientifique, mais vous êtes surtout depuis 10 ans maintenant écrivain. Et au travers de vos livres, vos multiples romans, vous avez fait découvrir au grand public et à des millions de lecteurs ce qu'étaient les fourmis. On voit d'ailleurs l'une de vos héroïnes qui est posée là, juste derrière vous. Après tant d'années que vous avez passé, vous, à étudier ces fourmis, à les regarder de très près, j'allais dire même à vivre avec, puisque vous aviez une fourmilière dans votre salon. Oui. Est-ce qu'elle vous épate encore un petit peu? Oui, je dirais que c'est presque normal parce que c'est la forme de vie la plus répandue sur Terre et c'est peut-être la forme de vie la plus mal connue. Vous savez, si on mettait dans une grande casserole toutes les formes de vie, y compris les végétaux, on aurait à peu près 3/4 de la casserole remplie de fourmis. Alors justement, la première question qu'on se pose, en voyant un petit peu les images qu'on a vues dans ce documentaire, en vous écoutant, en voyant qu'elles sont capables de cultiver des champignons pour se nourrir, de se défendre, de spécialiser certaines fourmis pour qu'elles deviennent guerrières ou nourrices, etc. Est-ce qu'on peut, en les regardant, parler d'intelligence au sens humain presque du terme? Au sens humain, je répondrais non. Mais j'aurais tendance à vous poser une question, est-ce que les humains sont intelligents? Il faudrait peut-être définir le mot intelligence. Au sens fourmi, non. Je dirais qu'elles sont... Il y a une définition d'intelligence, c'est adaptation, mémoire, imagination. Alors, au point de vue adaptation, je dirais qu'elles sont en avance sur nous, puisqu'elles sont mieux adaptées au milieu, elles ne polluent pas, elles n'épuisent pas le système écologique qui les entoure, elles sont en parfaite harmonie avec tout ce qui est naturel, je dirais, contrairement à nous qui détruisons le milieu. Oui. Au point de vue mémoire, elles sont aussi en avance sur nous parce que, tout simplement, par exemple, si vous mettez un insecticide, elles vont se mithridatiser et modifier leurs gènes pour pouvoir supporter, comment dire, donner naissance à une génération vaccinée contre cet insecticide. Donc, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans leur corps, l'expérience de la rencontre avec l'insecticide. Oui. Et enfin, il reste l'imagination. Et là, visiblement, on n'a jamais vu, je dirais, de roman fourmi ou d'œuvres d'art fourmi. Peut-être qu'elle n'en voit strictement pas d'intérêt. Alors, on va, si vous le voulez bien, expliquer un petit peu ce que vous expliquez dans tous vos bouquins aux téléspectateurs, c'est-à-dire voir comment les rôles sont répartis dans cette société si bien organisée. On va voir si une fourmi, elle naît guerrière ou si elle naît nourrice, par exemple. Cette organisation, donc, très raffinée, très compliquée, vous est expliquée par Anne-Corinne Moren. Dans une fourmilière, chacun est génétiquement programmé par la reine pour un rôle déterminé. La reine est la seule chargée de la reproduction et c'est elle qui commande toutes les activités. Ces ordres sont transmis par des signaux chimiques, des phéromones. Ces filles, les ouvrières, prennent soin d'elle dès sa naissance. Elles nourrissent la reine et élèvent aussi ses larves. Mais ce sont toujours les jeunes fourmis qui sont dévolues aux travaux d'intérieur. Les plus expérimentées travaillent à l'extérieur du nid. Certaines gèrent les stocks de nourriture de toute la fourmilière. Elles partent à la chasse aux pétales de rose. Et sur place, opération découpage de précision.
Leurs mandibules acérées font office de ciseaux toujours très bien aiguisés. Et finalement, la fourmi est plutôt prêteuse. Elle a un double estomac, un estomac social destiné à nourrir toute sœur affamée. Cette société semble donc fonctionner comme un seul organisme. On peut considérer la fourmilière comme un super organisme. En effet, dans ce système, il y a bien sûr un système digestif qui est assuré par les ouvrières, elles transfèrent de la nourriture. Il y a un système excréteur puisque les fourmis vont rejeter des déchets hors de la fourmilière. Et maintenant, il faut bien pour faire marcher ce système, un système nerveux. Alors on n'a pas un cerveau central à première vue, on n'a pas encore décelé de cerveau central, mais on a des milliers de neurones, de cellules nerveuses que sont les ouvrières qui transmettent l'information d'un endroit à l'autre de la fourmilière à travers ce système. Dernière caste, celle des soldats. Mission, défendre la fourmilière contre tout agresseur. Les fourmis sont les seuls insectes qui entretiennent une armée régulière. Leurs armes, de véritables lances chimiques. Ah là, c'est efficace. Hein. Je veux dire que je suis bientôt intoxiqué. Mais la répartition des rôles n'est pas immuable. Si l'on supprime les ouvrières, instinctivement, les soldats s'occuperont des larves. Ces insectes sociaux semblent donc capables de changer de rôle selon les besoins de la fourmilière. Mais le nec plus ultra de la vie en société, c'est une fédération de sociétés. Ici, 300 millions de fourmis vivent ensemble réparties dans 1200 fourmilières. Ces minuscules insectes ont donc développé les plus grands principes de la vie sociale, l'union, la spécialisation et la communication. Alors Bernard Werber, en voyant ces images et puis en vous écoutant, on a un petit peu envie de comparer une fourmilière à un cerveau. Est-ce que c'est une image abusive ou est-ce que c'est un petit peu ça? C'est un petit peu ça, dans la mesure où elles ont un mode de solidarité qui est un peu similaire à celui des cellules dans notre corps. Je dirais que notre corps est déjà un organisme parfait politiquement, c'est-à-dire que notre main droite n'est pas en concurrence avec notre main gauche. De la même manière, dans une fourmilière, aucun individu n'est rival d'un autre. Il y a autre chose qui est absolument fascinant, c'est le langage, c'est les modes de communication entre les fourmis. Comment ça se passe? Elles ont en fait des antennes avec 11 segments et ces 11 segments sont comme 11 bouches qui émettent 11 discours simultanément. C'est pour ça qu'un simple contact suffit à donner énormément d'informations. C'est-à-dire qu'en 2 secondes, elle donnerait peut-être autant d'informations que moi depuis le début de cette émission parce que c'est un langage odorant. Et que ce langage odorant chimique est bien plus nuancé que celui que nous utilisons nous, donc avec les bruits produits par notre bouche. Et avec un simple individu dans la ville, pour reprendre cette idée, qui lève les antennes et qui émet une odeur, sera perçu par tout le monde. Si par exemple j'étais une fourmi, si j'étais malheureux, je lève les antennes et je dis « ça va pas », toute la ville le sait. C'est quoi une cité fourmi? Est-ce que c'est une république? Est-ce que c'est une dictature? Est-ce que c'est quelque chose qui n'existe pas politiquement dans le monde des humains? Je dirais que ça ressemble beaucoup à une communauté hippie, mais une communauté hippie idyllique. Communauté hippie? Oui, une communauté hippie un peu comme celle qu'on voyait en mai 68, à savoir on se disait bon, on va tous se mettre ensemble et puis on fera la vaisselle à tour de rôle. Bon, ça n'a pas marché de fait. Non, ça marche jamais en général. Mais chez les fourmis, ça marche tout simplement parce qu'elles ont envie. Elles ne sont pas préoccupées que de leur propre confort personnel, elles sont préoccupées de la réussite de tous. Comme dans tous les sujets scientifiques, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que ça existe toujours, il y a des idées fausses concernant les fourmis. Notamment le fameux terme la petite fourmi travailleuse. Elles ne sont pas toutes si travailleuses que ça. On pourrait même dire qu'il y a un tiers qui ne fait rien. C'est-à-dire qui traîne. Il y a un tiers de chômeuses, quoi. Ouais. Un tiers qui fait des choses inutiles parce qu'elles sont maladroites ou elles s'y prennent mal. Elles creusent, par exemple, un couloir, elles s'aperçoivent que le couloir gêne plutôt que d'arranger les choses, donc elles le rebouchent. Et il n'y a qu'un tiers qui fabrique des couloirs qui vont être vraiment utiles à la société. Et cette société fonctionne parfaitement. Bernard Werber, merci infiniment de nous avoir si bien parlé de votre passion, les fourmis. Et puis on va s'occuper maintenant d'une autre société très bien organisée aussi, celle des abeilles ou bien des guêpes. Et là encore, on est absolument frappé par leur inventivité. Lorsque la température monte de manière dangereuse, pour les larves notamment, regardez, elles vont directement puiser de l'eau dans une flaque d'eau, un petit peu comme un canadair. Elles vont se placer au-dessus des alvéoles. Là, elles lâchent une gouttelette en face de chaque alvéole. Et bien regardez, elles vont inventer le ventilateur en battant des ailes devant les alvéoles. Et ainsi, les larves ne vont pas mourir, même si la température est par exemple de 30 degrés. C'est absolument capital pour la survie de la ruche ou du nid.
Notre deuxième invitée est une grande spécialiste des abeilles, justement. Bernadette Darchen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la fois biologiste et entomologiste. Vous avez étudié les insectes sociaux à la fois dans la brousse africaine, dans la forêt mexicaine. Alors, on va parler de quelque chose qui nous passionne aussi depuis le début de cette émission, aussi bien pour les fourmis que les abeilles. Mais là, c'est la communication, c'est le langage. Et il y a quelque chose qui existe chez les abeilles, qui existe beaucoup moins chez les fourmis, qui est la communication tactile, qui est très développée. Exactement, parce que les antennes des abeilles ont des structures extrêmement complexes et elles perçoivent des odeurs sous forme de messages chimiques, mais elles perçoivent aussi des substances chimiques sous forme de goût. Lorsque vous avez l'abeille, c'est bien connu depuis les études de Von Frisch, qui rentre à la ruche chargée soit de pollen, soit de nectar, elle dépose sa charge et elle fait une danse très particulière qui explique à ses sœurs où se trouve la source de nectar. Alors, elle est de nectar ou de pollen, mais enfin de la source alimentaire, et elle est elle-même porteuse d'une odeur que les autres perçoivent de près en la touchant, et elle indique des choses absolument extraordinaires, c'est-à-dire la distance à parcourir pour aller à la source de nourriture, la direction par rapport au soleil. Alors, elle fait des danses en 8 et en zigzag. Elle fait boussole. Exactement, c'est inouï. Kilométrage. Kilométrage, c'est inouï. Et en plus, et elle indique en même temps, par l'odeur qu'elle porte, ce qu'il faut aller chercher. Alors on va parler maintenant, si vous voulez bien, Bernadette Darchen, de quelque chose qui est très important dans une ruche, c'est la reine. Et puis il faut d'abord dire quelque chose en fait, c'est que quand la toute première reine, la jeune reine, va naître dans une ruche, il y en a d'autres qui vont naître tout de suite après, mais qui vont être en fait ses rivales. Alors qu'est-ce qu'elle va faire, elle va émettre un son très très particulier, elle va comme ça repérer en fait ses rivales qui sont encore, elles, dans des alvéoles, qui sont encore coincées, qui ne sont pas encore nées, et elle va aller les tuer pour en fait éliminer toutes ses rivales. Alors on va écouter ce son très particulier, regarder ces images et puis vous allez nous commenter ce qui se passe parce que c'est absolument passionnant. Là vous voyez une jeune reine avec des ailes toutes fraîches, toutes propres et qui cherche justement activement les autres cellules pour intervenir sur elle. Et nous allons voir là une bagarre à mort entre deux jeunes reines. En général, celle qui a le dessus, c'est celle qui est née en premier parce qu'elle est plus drue, elle est déjà plus costaud. Et les reines ont aussi un aiguillon. Et avec cet aiguillon, voyez-vous, elle perfore sa sœur qui est laissée pour morte là. C'est une corrida de reines. Ah oui, c'est affreux. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe quand il y a une jeune reine qui arrive, qui naît dans une ruche et qu'il y a déjà une ancienne reine. Eh bien, lorsqu'il y a une jeune reine dans le nid, cette jeune reine, ce n'est pas fait pour qu'il y ait deux reines à la fois. Bien sûr. Il faut donc qu'il y en ait une qui s'en aille. C'est la vieille reine qui va s'en aller et la jeune qui va rester au nid. Mais la jeune va se faire féconder. Alors je vous arrête tout de suite parce que justement on a cette image qui est une image absolument incroyable. On va la découvrir ensemble de la fécondation d'une jeune reine. Cette jeune reine, pour ce film, vous voyez, elle a été attachée. On voit cette toute petite tige. Et puis alors racontez-nous ce qui se passe. Alors ce qui se passe, c'est que cette reine qui est sur le point de se faire féconder émet des phéromones qui attirent les mâles. Les mâles arrivent en rang serré auprès d'elle. Normalement, la reine monte à une dizaine de mètres de haut et les mâles, en essaim, suivent la reine à son odeur et essaient de la féconder. Alors, il se passe la chose suivante, c'est que plusieurs mâles interviennent l'un après l'autre pour féconder la reine. Et il tombe et il meurt. Et il tombe et il meurt. Lui, c'est fini, terminé. Et la reine reste avec une petite zone blanche à son appareil génital qu'on appelle le signe de fécondation. Alors là, cette jeune reine, elle va être fécondée par une vingtaine, une trentaine de mâles. Voilà, oui. Il faut au moins ça. Et alors, elle est fécondée pour combien de temps? Pour sa vie durant, c'est-à-dire 6-7 ans. Et c'est comme ça que la ruche va perdurer. Voilà, parce que chaque fois qu'un œuf est pondu, la reine va sortir quelques spermatozoïdes d'une petite glande qu'on appelle la spermathèque, mais elle en sort peu, elle gaspille pas. Elle est avare. Et alors, mais bien sûr, c'est qu'il faut économiser. Et alors, les spermatozoïdes sortent au niveau de l'œuf qui est pondu, et à ce moment-là, il y a des petits trous dans l'œuf, et les spermatozoïdes vont chercher ces petits trous pour pénétrer, et puis il y aura un spermatozoïde gagnant qui va féconder l'œuf. Bernadette Darchen, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Vous allez voir que d'un coup d'aile et d'un seul, on va s'envoler vers une autre espèce qui est tout aussi merveilleuse, qui est celle des papillons. Voilà,
on se retrouve entouré de merveilleux papillons. J'espère que vous venez de voir celui-ci s'envoler. Jean-Yves Rasplus, bonsoir. Vous, ces papillons, vous les connaissez très bien. Qu'est-ce qui se passe là? Ils sont tous sur votre chemise. Ça veut dire qu'ils vous ont pris pour une fleur? Bah, visiblement, ils ont l'air de me prendre pour une fleur. Ça doit être les dessins de la chemise qui les attirent. Alors, vous êtes entomologiste. Vous êtes chargé de recherche à l'INRA. J'aimerais justement qu'on parle, si vous le voulez bien, de ces relations très très intimes qu'il peut y avoir entre les papillons, on vient de le voir, mais les insectes plus globalement et les plantes. Comment ça se passe? Effectivement, les insectes et les plantes sont associés dans des interactions multiples depuis des millions d'années. La plupart des insectes consomment des plantes, consomment le feuillage, les tiges, les racines, les graines. Et au cours du temps, les plantes se sont quand même un peu défendues contre cette agression des insectes. Et puis, ça s'est équilibré dans des cas très particuliers, qui sont des cas qu'on appelle les mutualismes, où vous avez une plante et un insecte qui vivent en association très bénéfique, réciproque, comme par exemple dans le cas du figuier. Mais quand vous dites mutualisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une symbiose, ça veut dire que c'est une interdépendance entre une plante et entre un insecte en fait. Oui, c'est presque une histoire d'amour. Tout à fait, on peut le voir tout à fait comme ça, c'est-à-dire que la plante sans l'insecte ne peut rien, elle ne vit pas, et l'insecte sans la plante non plus n'arrivera pas à se reproduire et à survivre. Jean-Yves, on va être beaucoup plus précis, et puis vous nous parliez justement de l'exemple du figuier. On va voir quelques images, je crois que là c'est une interdépendance entre le figuier et une micro-guêpe, c'est ça? Tout à fait. Les figuiers sont des arbres tropicaux qui sont pollinisés par une seule espèce de guêpe. Oui. Et donc cette guêpe va être attirée par des odeurs particulières et va ensuite rentrer dans la figue que vous voyez ici pour venir la polliniser. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la figue est une inflorescence, c'est-à-dire un ensemble de fleurs. Et puis une fois qu'elle va être à l'intérieur de la figue, elle va être dans une cavité, voilà, on voit très bien les antennes, voilà la cavité, et là, elle va déposer des œufs dans tous ces filaments que l'on voit qui sont des fleurs. On voit très bien ici, vous voyez, la guêpe en train de pondre dans la fleur. Oui, on voit bien, effectivement. On voit très bien l'ovipositeur de la guêpe. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va décharger de manière active des poches qui contiennent du pollen. Donc elle va déposer ce pollen sur les fleurs. Et puis au bout d'une trentaine de jours, vous avez la descendance de cette femelle qui a pondu, qui va sortir des fleurs. Voilà, on voit les mâles et les femelles. Et là, vous voyez la femelle, ce qu'elle fait, elle est en train de récupérer le pollen, elle le met dans des petites poches, et puis elle va sortir de la figue pour aller polliniser une autre figue. Alors, on va beaucoup parler de l'adaptation des insectes, parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se sont passées au cours des millénaires. Mais j'aimerais bien qu'on parle d'abord, parce que je ne sais pas si c'est très très précis dans la tête des téléspectateurs, de tous les stades de la vie des insectes. En fait, il y a 4 stades, c'est ça? Grosso modo, il y a 4 stades. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un insecte, dans son premier stade, est un œuf, pondu par une femelle. Et cet œuf va donner donc des chenilles, d'assez grande taille si c'est des gros papillons, ou au contraire des toutes petites chenilles chez des micro-papillons. Ça, on en voit couramment dans la nature. Tout à fait. Et puis ce qu'on voit beaucoup moins, c'est ce que vous allez nous montrer en fait. C'est le stade suivant, c'est le stade numéro 3. Donc cette chenille, elle va se développer aux dépens de plantes. Ouais. La plupart, par exemple, des papillons consomment des végétaux. Et quand elle est arrivée à la fin de son développement, elle va se transformer en chrysalide. Voilà une chrysalide que j'ai volontairement sortie de son cocon. Ça s'adapte à tous les insectes. Ça s'adapte aux moustiques, par exemple. Ça s'adapte aux libellules. Alors, je vous propose qu'on envoie quelques images parce qu'il faut dire que dans le monde des insectes, c'est un moment absolument magique. On regarde ça tout de suite.
Jean-Yves Rasplus, on voit bien à quel point la nature est à la fois inventive mais aussi très très fragile. En fait, il ne faut pas tellement se fier aux apparences parce que ces espèces, ces insectes qu'on voit si fragiles, ils ne sont pas tant que ça. Ben non, ils ont traversé les temps géologiques, bon, pas de manière identique à ceux qu'on connaît aujourd'hui, mais ils sont passés là où d'autres animaux ne sont pas passés. Par exemple, les dinosaures se sont arrêtés à l'ère secondaire. Eux, ils ont continué, sous des formes un peu différentes, mais ils ont persisté jusqu'à nos jours. Alors vous avez bien compris, en fait, ce sont des animaux qui ont très très bien résisté grâce à leur capacité d'adaptation, mais le paradoxe, aujourd'hui, c'est que c'est l'homme qui menace ces espèces. Ben oui, et l'action, là, n'est pas en termes de temps géologique, mais en termes de quelques dizaines d'années, et ils ont énormément de mal à s'adapter. Et c'est là qu'est le danger d'ailleurs, c'est la rapidité d'adaptation. C'est la rapidité des changements, effectivement, la coupe de la forêt tropicale, l'épandage de pesticides, tout ça sont des actions qui sont, disons, à taille humaine, c'est-à-dire de l'ordre de la dizaine d'années. Alors Jean-Yves Rasplus, on parlait tout à l'heure d'un exemple précis à propos du figuier et de la guêpe. J'ai envie qu'on reprenne un exemple précis justement pour voir quelle est l'influence de l'industrialisation sur ces insectes. Alors effectivement, il y a des cas très connus. Par exemple, il y a le cas d'un papillon qui vit dans les régions industrialisées et qui se cachait sur les troncs de bouleau. Donc il était mimétique vis-à-vis de ces troncs de bouleau, il était blanc. Et puis avec l'industrialisation, les troncs sont devenus noirs. Et le papillon blanc a été capturé de manière préférentielle par les prédateurs, donc il a fallu qu'il s'adapte. Et il est devenu petit à petit gris, c'est-à-dire que les individus plus gris étaient moins capturés que les individus blancs. Et donc à la fin, on a un papillon qui est noir sur fond noir, donc il est adapté. Et les prédateurs ont autant de mal à trouver un papillon noir sur fond noir qu'un papillon blanc sur fond blanc. J'ai envie de terminer sur une note optimiste. On a du mal à savoir en fait combien il y a d'espèces d'insectes dans le monde. D'abord, est-ce que vous avez une idée? Et combien d'années il faudrait pour découvrir tout ça? Aussi paradoxal que cela puisse paraître, on connaît tout sur la Terre, ou pratiquement tout, sa taille, sa vitesse, etc. On ne connaît pas combien il y a d'espèces d'animaux qui vivent sur Terre. Donc les insectes, on peut dire entre 1 et 30 millions. C'est une fourchette assez large. Oui. Et actuellement, on en a décrit 800 000, disons. Une broutille. Une broutille, surtout si on a 30 millions. On décrit environ 5 000 espèces par an. Vous voyez, il va nous falloir 6 000 ans pour les décrire. Oui, si tant est qu'on continue au même rythme et que la systématique soit toujours privilégiée. Bon, vous ne risquez pas d'être au chômage dans les années à venir. On l'espère. En tout cas, merci infiniment d'avoir participé à cette émission et de nous avoir si joliment parlé de ces papillons. Je voudrais quand même dire aussi un grand merci à ce petit papillon qui est resté pendant pratiquement toute la fin de cette émission posée ici. Manifestement, il adore la télévision et je pense que il aimerait en faire. Vous voyez, il était vivant. Eh oui, il était vivant. Voilà, et maintenant, nous allons vous présenter tous les livres qui nous ont aidés à préparer cette émission. Et d'abord, le tout dernier roman de Bernard Werber, La Révolution des fourmis. Il est publié par Albin Michel. Ensuite, la revue trimestrielle Insectes. Un grand merci d'ailleurs à l'Office pour l'information éco-entomologique qui le publie et qui nous a prêté tous les insectes qui sont sur le plateau. Ils sont absolument magnifiques. Pour vos enfants, 1000 milliards d'insectes aux éditions Gallimard Jeunesse. Enfin, si vous voulez retrouver le chant ou les bruits d'insectes, vous pouvez vous procurer le coffret de disques laser Entomophonia, chant et insectes de André-Jacques Andrieux, Bernard Dumortier. C'est aux éditions INRA. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve dans un mois exactement pour une émission exceptionnelle consacrée aux dinosaures à l'occasion du film de Steven Spielberg. Et exceptionnellement, ce sera aussi beaucoup plus tôt. Excellente soirée, excellente nuit sur France 3. Bonsoir. Personne ne doute que l'homme est un animal sportif. Magazine olympique tout de suite sur France 3. Demain sur France 3, chasteté, obéissance, silence. Pour la première fois, des moniales parlent de leur engagement au quotidien. Chacune trouvera au monastère un emploi, donc une reconnaissance au niveau artisanal. Que sont venues faire ces femmes si loin de notre monde ? Pourquoi se disent-elles nos sœurs ?
Prisonnière de l'amour, demain à 20h50 sur France 3. Voici la nouvelle Audi A4 PAC+. 4 airbags en série, climatisation électronique en série. Impact dans 15 secondes. Siège conducteur électrique en série, sellerie cuir en série. 10 secondes. Peinture métallisée en série, ABS 5e génération en série. 5 jantes alliage de 16 pouces en série. Impact. Nouvelle Audi A4 PAC+, vous la choisirez aussi pour ses nombreux équipements. Demandez votre brochure spéciale hors saison sur le 3615 Irlande, Ireland, pour une vie différente. Tout Gremlins, plongé dans un liquide, en ressort propre. Billy, rendez-moi un service. Faites mieux. Mieux que les insectes rampants et volants, Gremlins 2, jeudi à 20h50 sur France 3. La France dans le carré d'as européen, pareil événement n'était pas survenu depuis 10 ans. 10 ans de disette où les Bleus du volley étaient absents des compétitions majeures. Retour sur terre il y a quelques jours aux Pays-Bas à Eindhoven, théâtre des championnats d'Europe. Une défaite contre les Tchèques, puis 2 succès sur la Finlande et la Bulgarie, avant d'affronter ici l'Ukraine. Smash décisif, la France bat l'Ukraine 3-7 à 2. Grand Vorka, Chambertin, Capet, Menot et les Bleus vont au tapis, mais sont sur un nuage et s'envolent en demi-finale. Samedi, c'est France-Yougoslavie. Les Yougoslaves ont été finalistes olympiques l'été dernier à Atlanta. Mais cette fois, le coq s'arrête de voler dans les plumes. La Yougoslavie mène 2-0, va récupérer tous les ballons français avant de porter des attaques décisives. Les Blancs poursuivent leur vol, ils seront battus en finale par les champions olympiques néerlandais. Les Bleus espèrent désormais se qualifier pour le mondial. Championnat d'Europe de concours complet avec ce beau parcours de cross sur sol anglais. L'équipe de France emmenée par Jean-Louis Bigot obtient la médaille de bronze. C'est l'Allemande Bettina Overesch qui s'avère la cavalière la plus complète. Pas de médaille pour l'équipe de France au championnat du monde de lutte gréco-romaine en Pologne. C'est la première fois en 9 ans que la France rentre bredouille. Yalouz était absent, il n'avait pas réussi à faire le poids et Rimer blessé est 4e. Elle s'appelle Bellenou, prénom Valérie, son arme favorite la carabine à 10 mètres. Valérie Bellenou a remporté la Coupe du Monde à Lugano. C'est la 5e fois qu'un tireur français tape dans le mille de cette épreuve. Ça ressemble beaucoup à Paris-Roubaix, mais c'est du VTT. Martinez et Dupoué viennent dominer la Coupe du Monde dans un décor savoyard, décor que nous apprécions à leur place. Le Danois Wilson Kipketer est l'athlète de l'année. Le spécialiste du 800 mètres enlève le classement général du Grand Prix. Mais à pied, à vélo et à la nage, le Britannique Lessing est bien l'homme de fer. Maître incontesté depuis sa création il y a 4 ans, Monsieur Iron Tour est un Britannique. Triple champion du monde sur distance olympique, Simon Lessing, signe particulier, cette année encore, il n'a jamais cédé son maillot couleur acier de leader. Sur 8 étapes, de Cassis à Evian, il en remporte 6. Performance, 8h14 minutes pour couvrir au total 7 km de natation, 182 km de vélo et 43 km de course à pied.
le triathlon, un marathon sur 3 disciplines réservé aux sportifs complets comme Simon Lessing. Il débute ce sport extrême confidentiel à l'âge de 12 ans. C'est un des premiers athlètes préparés dans le seul but de pratiquer le triathlon sur courte distance. Avant, j'avais fait la natation. Je commençais à l'âge de 8 ans. Ma mère était prof de natation, alors bien sûr, c'était normal que je faisais la natation. Je commençais l'athlétisme à 12 ans et je faisais les deux en Afrique du Sud. Et j'ai mon entraîneur de natation qui a proposé de faire un triathlon. Je faisais et c'était vraiment quelque chose qui m'a plu et je continue avec le sport de triathlon. Très vite, Lessing devient un exemple de réussite en triathlon. Une progression rapide. Résultat, il collectionne les titres. Champion du monde junior, il s'affirme comme le meilleur triathlète de sa génération. Étant champion du monde, je crois que depuis 8 ans, il a su mener bien sa carrière. Et bon, sa force, c'est aussi, je pense, un travail énorme à l'entraînement, avec des qualités, certes, mais surtout au niveau entraînement, il a su préparer et peaufiner une préparation pour ce genre d'efforts qui sont intenses, répétés et très courts. Lessing, c'est avant tout un physique idéal de triathlète sur distance olympique. « 1,85 m, muscles longilignes, taillés sur mesure pour mener la vie dure à ses adversaires. » Je pense peut-être j'ai une chance d'être peut-être doué, mais c'est sûr que c'est pas que ça maintenant, parce que tu as beaucoup d'athlètes et beaucoup de jeunes qui arrivent maintenant qui étaient doués. Bien sûr, c'est le travail, c'est la mentalité, la façon de regarder le sport de triathlon. Et je pense que moi, je comprends bien ma corps, je sais ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Et je prends le plaisir. Je pense que ça c'est aussi très, très important de voir, de faire quelque chose que tu aimes et de prendre le plaisir. Le plaisir de se dépasser physiquement pour gagner grâce à ses qualités. Simon Lessing, dans un effort calculé, est le meilleur à s'adapter. Sur l'ensemble des 3 disciplines, il sait comment gérer son rythme cardiaque. Tous les groupes musculaires sont sollicités. Lessing, en harmonie avec son corps, s'impose le rythme idéal au meilleur moment, sans repousser ses limites. Par définition, jour après jour, le scénario de la course est identique. Simon Lessing premier, priorité, enchaîner les épreuves et rester concentré sur la cadence. Ses adversaires, souvent déstabilisés, sont incapables de contre-attaquer. C'est vrai qu'il est très fort, surtout en course à pied. Impossible de le distancer, à la nage comme en vélo. Heureusement, je suis dans la même équipe que Simon. Il y a 5-10 ans, on pouvait faire une sport pas très très fort et rattraper sur une autre, mais là maintenant le niveau est monté et chaque année l'évolution de triathlon est montée et bien sûr ça devient très très difficile de gagner. Ça veut dire qu'il faut bien nager, il faut bien rouler, il faut vraiment essayer de faire la différence à pied maintenant. Vichy, contre la montre par équipe, Lessing donne un coup de main à son coéquipier français Laurent Janselme, champion du monde militaire. En course à pied, les foulées du Britannique sont impressionnantes de facilité. Un vrai fil conducteur pour l'équipe à système composée de Bright, Pierre-Claude, Metters et Janselme. Résultat, première place à l'arrivée. Pour le frontline tour, c'est vachement important de voir une bonne équipe. Tu peux pas gagner si tu es dans une équipe qui marche pas bien ou qui peut pas aider, travailler pour vous. Et bien sûr, ça change tout parce que triathlon avant triathlon, quand triathlon a commencé, c'était un sport individuel. Alors on a tout cet aspect que nous, on apprend et chaque année on apprend comment travailler avec d'autres athlètes dans la même équipe. Le triathlon courte distance sera officiellement représenté aux Jeux Olympiques de l'an 2000 à Sydney en Australie avec une nouveauté dans le règlement. Testé cette année sur l'Iron Tour, le drafting est désormais autorisé. Autrement dit, les triathlètes ont le droit de profiter du phénomène d'aspiration les uns derrière les autres. Avantage évident au cyclisme, les équipiers protègent leurs leaders pour les préserver en course à pied. Inconvénient, une excellente stratégie de groupe peut permettre à un outsider moins fort physiquement de remporter la course. C'est une nouvelle stratégie, mais pour moi, je suis un peu déçu avec le règlement de drafting parce que
Je pense pour l'ancienne génération, le triathlon c'est quand même un sport un sport individuel, un sport de contre le monde. Et on trouve maintenant que tu as beaucoup d'athlètes qui peuvent gagner une triathlon qui n'est pas tout à fait le meilleur athlète physiquement. Et ça, pour moi, c'est un peu dommage parce que moi, je viens de l'ancienne génération, un peu de triathlon et bien sûr, il faut adapter, mais c'est dommage qu'on est battu par quelqu'un qui n'est pas vraiment mieux que vous. À Montpellier, Simon Lessing perd la première place au profit d'un Australien, Simon Whitfield. Justement, les Australiens arrivent en force, une nouvelle génération en préparation pour les Jeux de Sydney. Sur l'Iron Tour, toute la semaine, Lessing a été talonné par deux autres Australiens au look dévastateur. Chippy Slater, l'adversaire numéro 1 du Britannique en deuxième place, et Ben Bright, en position d'outsider, victime d'un malaise le dernier jour. Leur message est clair, mais Lessing, à 26 ans, est toujours motivé. Un objectif avoué, terminer sa carrière en beauté avec une médaille d'or. Là, maintenant, c'est le but et c'est quelque chose que je veux vraiment essayer de réussir. Je pense que c'est possible à l'âge de 29 ans de faire quelque chose de bien. C'est la première fois qu'on entre dans la famille olympique et c'est sûr que ça change beaucoup de choses pour le sport de triathlon. Alors, pour moi, je pense que c'est la seule possibilité. Demi, c'est la seule possibilité de vraiment courir au haut niveau et de faire une Jeux olympiques. Les Européens et surtout les Français pensent aussi à Sydney. Sur l'Iron Tour, Benjamin Sanson décroche le maillot du meilleur nageur. Et il faut noter les performances des 3e et 4e au classement général. Laurent Janselme, suivi de Jean-Christophe Guinchard. Quant à Simon Lessing, il est toujours favori pour décrocher un nouveau titre en Coupe du Monde.